Fait que la polyvalence pour un joueur de foot, c'est hyper important. Surtout d'un joueur de CFL canadien. C'est ça qui permet d'évaluer un joueur, selon moi, là, de voir si un gars sur une unité spéciale est bon, c'est s'il est complet dans les deux phases du jeu. Marco Dubois, t'es tight end pour les Rouges et Noirs d'Ottawa. J'imagine que gagner une Coupe Grey, ça doit être malade, mais une chose que je sais, c'est gagner une Coupe Vanier, tu gagnes avec les autres gars qui ont décidé d'aller dans ce programme-là, qui vont souvent rester tes chums pour la vie. C'est quoi qui t'a le plus marqué de ton parcours? Le mot qui me vient en tête, c'est vraiment la résilience. C'est un sport qui va te préparer à passer par-dessus des obstacles. C'est un training camp pour la vraie vie. Est-ce que c'est un choix d'avoir une job? Parce que les saisons sont quand même longues, la CFL, mais est-ce que c'est un choix ou t'as pas le choix, justement? Il faut que tu prépares ton après-carrière pendant ta carrière d'athlète professionnel. Ça l'enlève un peu de crédibilité, le fait que le running back partant de ton équipe préférée dans la CFL, ben c'est aussi un plombier dans la saison morte. Bonjour tout le monde, bienvenue sur Le Game On. Je suis votre host, William Rochefort, et aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir un vet de la CFL. J'ai avec moi Marco Dubois. Merci d'avoir accepté mon invitation sur le podcast. C'est très apprécié, honnêtement. Un vet de la CFL, tu as beaucoup d'expérience, tout juste revenu d'Ottawa. Qu'est-ce que j'ai pu comprendre, qu'on s'est jasé. Puis tu m'as dit que tu venais juste de commencer ta job. C'est quoi cette fameuse job-là? Si tu as le droit d'en parler, je ne sais pas dans quel milieu que tu travailles, là. Mais ouais, tu travailles en ce moment, tu m'as dit que... Ben, c'est vraiment drôle que tu me demandes si j'ai le droit d'en parler. Oui, j'ai le droit d'en parler, mais pas trop. Ah ouais, OK. C'est que moi, j'ai œuvré 5 ans en ressources humaines pour une compagnie d'agroalimentaire. Puis là, j'ai changé de domaine. Je suis rendu dans le domaine de la vente pour une compagnie qui produit du cannabis médical et récréatif. Ouais, c'est une compagnie, une start-up. Ça fait 4 ans qu'il existe. C'est dans la région ici, pas loin de chez nous. Ça s'appelle Culture Chloris. Puis je viens de commencer cette semaine. Fait que j'apprends beaucoup, là. C'est un learning curve. Est-ce que c'est-tu genre des manufacturiers de weed, dans le gros? Ben, dans le fond, c'est que moi, je travaillais pour une compagnie d'agroalimentaire. Puis ma boss, qui était dans cette compagnie-là, c'est partie à une autre compagnie avec ses enfants. Puis elle avait déjà une ferme porcine qu'elle a convertie en ferme de cannabis. Fait OK, que, je comprends. fait que c'est ça. Maintenant, c'est ça leur nouvelle business. Quand même original. C'est pas Ouais. partout que tu entends ça. Tu as étudié dans quel domaine pour le fun? Moi, j'ai étudié en relations industrielles. Fait que c'est OK. l'équivalent des ressources humaines. OK. Fait que dans le fond, c'est ça, c'est comme un peu le bac à l'aval des ressources humaines, un peu? Ou... Ouais, c'est ressources, c'est synonyme. Ouais. Ressources humaines, relations industrielles, c'est un petit peu la même chose. Comme je te dis, j'ai fait 5 ans dans ce domaine-là, dans mes saisons mortes. C'est plus ou moins, ça faisait mon affaire parce que les horaires, tout ça, je pouvais faire du télétravail, mais c'est pas quelque chose que je me vois faire, je me voyais faire à long terme. Mhm. Puis là, on m'a offert une opportunité en vente par représentation, surtout dans l'Ouest canadien éventuellement. Puis, je m'exprime bien en anglais, fait que c'est quelque chose qui me permettrait de mettre de l'avant plus mes atouts, là. Puis je pense qu'il y a plus d'objectifs là-dedans. C'est un domaine qui m'intéresse plus en général. Fait que les off-season CFL, là, c'est fait justement pour essayer des affaires parce que tu es tellement focus dans ta job qui est le football que tu délaisses un petit peu ton autre carrière que tu aurais si tu n'avais pas joué au foot pro. T'sais. Fait que j'ai essayé quelque chose pendant 5 ans. Maintenant, j'essaye un nouveau domaine. Puis je suis confiant que je vais aimer ça. Là. Mhm. Est-ce que c'est un choix d'avoir une job? Parce que les saisons sont quand même longues, la CFL. Ouais. Mais est-ce que c'est un choix ou t'as pas le choix, justement? Ben, tu sais, on est tous majeurs et vaccinés, c'est toujours un choix. Mais selon moi, je pense que c'est inévitable. On joue dans, tu sais, il faut que tu prépares ton après-carrière pendant ta carrière d'athlète professionnel, dans CFL du moins, parce que, tu sais, on fait pas des millions. Là. Fait que financièrement, tu sais, on est bien payé, mais on le fait plus pour le fun. Parce que veux pas, puis j'en parle souvent avec mes amis de la CFL, c'est un pari un peu hein, de jouer dans les canadiennes de football. C'est que tu dis, bon, ben moi, je mets tous mes œufs dans le même panier. Je m'en vais jouer dans ce circuit professionnel-là, puis je mets sur la glace une autre carrière que j'aurais pu entreprendre à la fin de mes études. Mais ça a un coût, ça, tu sais, de dire je vais commencer ma carrière 5, 6, 7,
8, mais dans mon cas, 9 ans plus tard. Tu sais, si j'avais pas fait jamais de job de off-season, puis que là, ma carrière achève d'ici 2, 3 ans, puis que là, j'arrive sur le marché du travail, puis j'ai joué 10 ans, 11 ans CFL, mais j'ai zéro expérience de travail. Ben, tu sais, je vais peut-être bien me vendre en entrevue, puis je vais peut-être avoir la job, mais je vais commencer avec un salaire de junior, là. Mhm. Puis, tu sais, c'est tabou un peu dans la société, l'argent, mais il faut en parler quand même. Fait que je pense que la CFL, c'est une opportunité de quand même bien gagner sa vie rapidement, mais il faut être conscient que sur le long terme, il faut définitivement se préparer en étant responsable avec son argent qu'on fait en commençant, premièrement, puis en investissant dans le futur, dans ton avenir. T'sais, c'est bien beau avoir des études, mais il faut que tu les mettes en pratique un petit peu. Puis moi, c'est ça que j'ai fait. Donc, pour répondre à ta question plus brièvement, là, oui, définitivement, je pense qu'il faudrait avoir une job off-season pour les joueurs de la Ligue canadienne. C'est pas tout le monde qui a l'opportunité non plus parce que c'est difficile de trouver un employeur qui va t'accommoder parce que moi, tu sais, la Culture Chloris, l'entreprise pour qui je travaille, sont conscients que le football demeure la priorité. Tu sais, c'est vraiment mon rêve de jouer dans les Canadiennes, puis c'est ça que je mets en premier présentement. Puis il m'accommode en fonction de ça. Donc, je suis vraiment choyé, mais je suis conscient que c'est pas tout le monde qui a cette chance-là. Mhm. Aussi que la moyenne de carrière, la moyenne d'années d'un joueur dans la CFL, je sais même pas si c'est 3 ans, donc t'as pas le choix de prévoir cette après-carrière-là. Là. Parce que c'est pas tout le monde, tu sais, que là, t'es rendu à ta 8e saison. Ben, t'as fait ta 8e saison. 7e saison, joué 8e avec la COVID. C'est ça, fait que, tu sais, c'est pas tout le monde qui peut se rendre là, tu sais, fait que c'est pour ça que t'as pas le choix d'y penser, mais, tu sais, est-ce que tu penses que, sûr que là, ça peut aller encore plus loin que ça, mais est-ce que selon toi, ça devrait, c'est normal qu'un joueur professionnel est obligé de travailler durant son off-season au lieu de juste faire à 100% que du football? Ben, tu sais que si tu compares à la NFL, c'est tough, là, mais... Non, c'est ça. Ben, c'est que c'est difficile à comparer, encore une fois, parce que, tu sais, sont vraiment plus nombreux que nous autres aux États-Unis. Puis, ce qui guide tout ça, puis ce qui leur permet d'avoir des contrats aussi faramineux que ça, c'est vraiment les contrats de télévision. Ouais. On n'a pas la chance au Canada d'avoir des contrats de télévision comme ça qui peuvent générer des revenus astronomiques comme dans la NFL. Donc, pour répondre à ta question, est-ce que c'est normal qu'un athlète professionnel ait un autre job sur le side? Ben, idéalement, on ne voudrait pas, mais dans une situation comme ça où est-ce que c'est l'économie qui fait foi de tout, tu n'as pas le choix. Puis je pense, mettons, tu me donnes cet exemple-là, je pense aux athlètes olympiques. Les athlètes olympiques, ils ne roulent pas sur l'or, puis ils mettent vraiment, ils mettent en péril des fois leur avenir financier pour évoluer, puis c'est plate, là, c'est dommage. C'est juste, dans le fond, j'imagine que l'exercice que je fais présentement, c'est de, quand on se compare, on se console. Mais dans le marché qu'on a au Canada, je pense qu'on n'a pas le choix d'avoir une job, puis, c'est ça. C'est facile de se comparer avec la NFL. C'est un réflexe qu'on a tous, mais c'est vraiment deux mondes différents. Ouais, c'est vrai que tu me fais penser à ça que on compare beaucoup à la NFL parce que tu veux pas au foot, en tout cas, c'est comme c'est l'image qu'on a du football. Mais je suis pas mal sûr que dans d'autres sports qu'on parle un peu moins, je sais pas, peut-être qu'il y a la MLS ou il y a d'autres ligues probablement dans le monde qui existent. Mais c'est un bon point que tu amènes là, par contre, parce que c'est comme un espèce de cercle vicieux avec la CFL. C'est que ça l'enlève un peu de crédibilité, le fait que le running back partant de ton équipe préférée dans la CFL, ben, c'est aussi un plombier dans la saison morte. Tu comprends? Dans la NFL, ton running back préféré, il ne va pas tirer des joints dans l'off-season. Il ne va pas faire du plâtre parce qu'il faut qu'il se concentre sur sa saison. Puis il y a le leverage financier pour juste faire ça. T'sais. Fait que ça enlève un peu de la crédibilité. Nous autres, en tant que joueurs CFL, on essaie de dire on est plus proche de la communauté dans ce temps-là parce qu'on est comme un peu un average Joe. Donc, c'est difficile de marketer ça. C'est difficile de donner de la crédibilité parce que les gens, des fois, tu sais,
ils voient qu'on ne fait pas un énorme salaire, fait que c'est plus difficile à prendre au sérieux. Mais à la fin de la journée, je me suis déjà entraîné avec des joueurs qui jouent dans la NFL, puis je fais le training avec eux autres, le même nombre, le même temps, puis le même effort. Puis c'est juste que, évidemment, les autres sont dans la grosse ligue, là, mais on travaille aussi fort. Là. Fait Non, que c'est c'est ça, c'est plus. ça. Vous travaillez aussi fort pour Mm. vous faire frapper autant, puis... Ouais. fait que... Bon, c'est sûr que, il y a le côté passion, c'est sûr que là, quand tu rentres l'argent là-dedans, ben, c'est autre chose. Il y en a qui ils vont gamer, puis il y en a d'autres qui vont tirer des joints, comme tu dis, après Mhm. le training. Mais, Mhm. en tout cas, c'est un sujet que... quand tu m'avais texté ça, que tu commençais justement ta nouvelle job, euh, ben, après avoir parlé avec une couple de boys, j'étais comme, OK, c'est vraiment quelque chose. Les gars travaillent vraiment durant leur off-season. Les gars font de quoi de leur vie. Ils font pas juste aller au gym. Non. Puis probablement que les gars dans la NFL, on connaît pas leur réalité, mais probablement qu'ils font autre chose aussi, mais moins. Ils vont pas travailler dans le rough comme vous faites. Là. Ils vont probablement justement avoir des deals plus marketing. Là. Ils vont vendre leur face à des marques, genre. Mais ils vont quand même gamer le restant de l'après-midi, ou ils vont profiter le temps avec leur famille. Fait que les opportunités sont différentes, mais le football est bon quand même au Canada. Puis il y a des opportunités qui sont pas allées. Je trouve qu'ils sont pas assez exploitées. Mais ça va être un sujet d'un autre jour. Mhm. Marco, chaque personne qui vient sur mon podcast a le droit d'avoir une introduction. Donc, Oui. voici ton intro. Ouais. Marco Dubois, t'es tight end pour les Rouges et Noirs d'Ottawa. T'es originaire de La Salle, à Montréal. Au secondaire, tu es un homme multisport en pratiquant le hockey et le football. Tu commences ton parcours avec les prestigieux Aigles de Dalbévio, avec lesquels tu remportes la Coupe du maire et tu as aussi été champion au hockey, si je ne me trompe pas. Ouais. Au cégep, tu choisis les Spartiates du Vieux-Montréal. Encore une fois, une équipe qui, à ce moment-là, encore aujourd'hui, est assez prestigieuse avec 12 victoires au bol d'or. À l'université, tu t'en vas, tu traverses la province, entre guillemets, pour aller à Québec. Tu choisis le Rouge et Or de l'Université Laval, avec lesquels tu vas remporter la 52e Coupe Vanier. En 2018, les Rouges et Noirs d'Ottawa te repêchent 13e choix au total. Aujourd'hui, tu es un vétéran de la Ligue canadienne de football avec 8 saisons et plus de 100 matchs derrière la cravate. Marco, bienvenue sur Le Game On. C'est un plaisir de t'avoir. J'aime ça commencer avec cette question-là, avec chaque invité, parce que selon moi, chaque personne a une histoire à conter, chaque personne a son histoire. De où que ça a parti pour toi, le football? Dans ton cas, plus le sport en général. Ah, ben le sport en général, moi j'ai toujours été un jeune homme hyper actif. Ma matière préférée à l'école, c'est l'éducation physique. Puis j'aimais ça courir vite en ligne droite. J'ai commencé avec le hockey quand j'étais jeune. Ça a été mon premier amour. Ça a été vraiment mon sport préféré pendant une très longue partie de ma vie. D'ailleurs, je suis allé au secondaire. Moi, l'objectif principal d'aller à Dalbévio, c'était pour le sport-études hockey en premier lieu. Ah ouais, Euh, t'as commencé Pardon? sport-études de hockey? Ouais, exact. On allait sur la glace à tous les jours. On avait des games. C'était vraiment le fun. Puis, en secondaire 1, fait que je jouais pas au football en secondaire 1 à Dalbévio. Puis là, un des coachs de football à l'époque, il avait vu que j'étais grand, fait qu'il m'avait demandé de venir à une pratique. Puis là, j'étais pas trop sûr. Puis éventuellement, un de mes amis qui jouait au hockey avec moi m'a convaincu d'y aller. Puis depuis ce temps-là, je suis tombé en amour avec ce sport-là encore plus que le hockey parce que le hockey, j'aimais beaucoup ça, mais je trouvais qu'il y avait de quoi dans la culture de ce sport-là qui était vraiment malsain. J'avais joué au civil avant de jouer au scolaire, puis je trouve qu'au Québec, c'est tellement intense. Les parents qui chronomètrent le temps de jeu de leurs enfants, qui crient après les coachs, qui crient après les arbitres. Puis à mon époque, c'était très intense dans cette optique-là. Fait que j'ai vu le contraste avec le football. J'allais jouer au football, les parents ne connaissent pas les règlements.
Le monde, il s'en fout un peu. C'est pas comme, mettons, aux États-Unis, où aux États-Unis, on est comme ici, on est au hockey. Mhm. Donc, je trouvais ça le fun d'avoir cette liberté-là. Puis je trouvais aussi que c'était vraiment le sport ultime, le sport d'équipe ultime. Tout le monde a sa job, tout le monde a sa responsabilité. Puis à Dalbevio, il y a aussi un autre élément que j'aimais beaucoup, c'est que quand tu étais dans l'équipe de foot, ben si tu avais un problème avec quelqu'un, ben, tu avais une grosse gang pour te backer aussi. Là. Fait que tu avais une grosse gang de chums. Je l'avais déjà vu, là, je l'avais déjà vu aller. Les gars ils se protégeaient, puis ils s'entraidaient, puis tout ça. Fait que c'est comme avoir une famille dans l'école. Fait que c'est vraiment un sentiment d'appartenance que j'ai trouvé le fun chez les Aigles d'Or. Fait que ça a commencé comme ça. J'ai commencé à jouer cadet, jouer receveur, un petit peu de linebacker. Puis j'ai fait tout mon secondaire. Malheureusement, on a gagné, tu as mentionné la Coupe du Maire. On a gagné la Coupe du Maire contre le Collège Sainte-Anne. On gagnait pas mal à chaque année contre eux autres. Mais on n'a pas gagné de bol d'or, malheureusement. On a perdu j'en ai perdu 2 en ligne en tant que joueur. Fait que ça a été. On était quand même relativement au début du programme à cette époque-là. Puis maintenant, ben, on sait ce que c'est ce programme-là. Ils sont vraiment inarrêtables. Fait que j'ai quand même une certaine fierté à voir que j'ai contribué à bâtir ce programme-là. C'est sûr que j'aurais aimé ça gagner un bol d'or. C'est sûr. Est-ce que le head coach, dans ce moment, c'était aussi ton coach? Ah, c'est ça. Dominique Ménard, c'est le Glenn Constantin du football juvénile. Mais vraiment différemment, par contre, parce que c'est quelqu'un qui a tellement de chapeaux. C'est comme un travailleur social, c'est comme un psychologue, c'est tout plein d'affaires, tout plein de rôles, parce que c'est une école qui est dans un milieu très défavorisé, qu'il y a des gens qui se font initier au football pour la première fois, qui proviennent de d'autres sports. Puis, c'est des réalités qui sont complètement différentes de beaucoup d'autres programmes. Puis, je pense qu'il a vraiment trouvé sa vocation, ce coach-là. Tu sais, c'est vraiment quelqu'un qui est bon pour motiver ces jeunes-là. Puis, tu sais, les statistiques le montrent là, à Dalbevio, le décrochage chez les jeunes garçons. Il y en a de moins en moins. Puis c'est plate parce que dans la société, je trouve que les coachs de football ne sont pas assez valorisés. Tu sais. Encore une fois, si tu compares aux États-Unis, c'est comme des enseignants. Mm-hmm. Puis ici, c'est comme quasiment, si tu veux une carrière en coaching, souvent c'est comme un hobby plus que d'autres choses. Mais c'est clairement une vocation parce que moi, je dirais que cet individu-là, Dominique Ménard, a changé ma vie là, parce qu'il m'a accroché à un sport. On en a parlé en début de podcast, j'étais plus un hyperactif qui était là pour l'éducation physique, mais quand j'ai vu que le sport pouvait me motiver à rester à l'école, ben ça allait de soi que il fallait que je passe mes cours, j'ai des bonnes notes pour rester dans l'équipe de football. Fait que c'est un moteur vraiment formidable pour les jeunes. Puis moi, j'encourage tout le monde à pratiquer n'importe quel sport. C'est le genre de coach que tu te rappelles justement. Parce qu'il y a eu le rôle, il y a eu ce rôle-là, il y a eu un rôle important dans ta vie, il y a un rôle un peu de mentor pour les jeunes. C'est inspirant de voir ça. Puis, Dalbevio, c'est un programme que, même moi, perso, je les connaissais. J'ai jamais joué contre. J'ai jamais été dans la même division que Dalbevio, mais j'allais à Team Québec, puis la moitié de Team Québec, c'était d'Albé. Vous avez des athlètes de fous. Là. Mais c'est le fun de voir qu'il y a un coach qui s'implique autant pour aider justement les athlètes. Puis c'est vrai qu'ils sont pas assez mis de l'avant, les coachs, parce que on a tous un coach dans notre vie qui nous a marqué à quelque part, qui nous a permis de nous amener plus loin. En parlant de bons coachs, au Spartiate du Vieux-Montréal, au Cégep, tu as choisi le Vieux-Montréal. Je crois que c'était Shérif Nicolas à ce moment-là. Ouais. Pourquoi les Spartiates? C'est assez drôle que tu dises que j'ai choisi les Spartiates. En fait, j'ai pas vraiment choisi les Spartiates, j'avais pas le choix d'y aller. Okay. Parce que à l'époque, moi, je jouais pour les Aigles d'Or de Dalbevio, puis mes entraîneurs, Gilles Lézy, Fabrice Raymond, c'est des gens qui m'ont beaucoup encouragé, pour ne pas dire découragé d'aller ailleurs. Mm-hmm. Donc, je suis allé faire une pratique dans le gymnase, une pratique intérieure que sûrement que d'autres gens t'ont parlé de cette fameuse pratique-là au Vieux-Montréal, puis pour moi, ça a tout de suite été un fit. Ça a tout de suite. Moi, j'ai buy-in dans cette culture-là. Puis il y avait aussi l'élément de tradition de les Spartiates du Vieux-Montréal. C'est vraiment une institution au football québécois. Puis oui, en effet, Shérif, ça a été un autre. On parle d'entraîneurs qui ont vraiment
changer mon parcours de vie, de joueur de football, puis par la bande, mon parcours de vie, ben, Sheriff Nicolas en est un définitivement. Tu sais, ça, j'y pense des fois, tu sais, puis je me dis, ce gars-là, c'est fou à quel point il a fait le don de lui-même à ce sport-là. Tu sais, c'est un avocat de formation. Là. Ouais. Tu sais, comme quand on vieillit, on commence à plus prendre conscience des sous, puis de la qualité de vie des fois. Là. Puis je l'écoutais justement dans ton podcast qu'il y a eu une coupure de 60% de son salaire pour coacher. Hey, c'est pas rien, ça, là. Moi, là, j'aime vraiment beaucoup le football. Là. J'adore le football. Tu me demandes de couper 60% de mon salaire, là. J'appelle Lynn demain au bureau, puis je dis Hey, je vais rentrer full-time, là. Moi, je joue plus au football ou je coach plus. Tu sais, puis je trouve que c'est vraiment des gens qui sont passionnés à un autre niveau. Puis Sheriff en est un exemple. C'est quelqu'un qui m'a donné ma chance en offensive, surtout. Ça, je tiens à le mentionner. Ça a été rare dans mon parcours de football que j'ai eu vraiment beaucoup d'opportunités en offensive après mon secondaire 5, disons. Là. Puis lui, vraiment, il a cru en moi, il a changé son offensive, pas à cause de moi, mais ça m'a vraiment avantagé le changement d'offensive que lui préconisait. Puis, j'ai eu ma meilleure saison de football à vie, ma 3e année de cégep. Puis c'est ça qui m'a permis d'aller jouer au Rouge et Or. Puis c'est un effet domino quand même. Là. Si j'ai pas cette saison-là, si j'ai pas ce coach-là qui croit en moi, est-ce que je joue au Rouge et Or? Est-ce que je rejoue au football universitaire? Je ne le sais pas. Fait que c'est pour ça que moi, je suis vraiment reconnaissant de ces personnes-là. Là. Puis mon année 2013 au Vieux-Montréal, ça a été vraiment une des plus belles saisons qu'on a vécues. Malheureusement, on a perdu contre les maudits fatigants de Lennox, qui ont lancé la balle, je pense, 2 fois dans le game. Là, cette game-là. Ils jouaient à 8 au line tout le long. Puis, my God! Ouais, mais c'est ça. On avait Hugo Anderson comme corps arrière. C'était sa fête, justement, aujourd'hui. Je l'ai texté, puis il était MVP de la Ligue. On avait un gros receiving squad. Louis-Mathieu Normandin, Benoît Gagnon, Brousseau. Moi, j'étais comme le 3e qui embarquait third down. Puis, non, c'était... Le Vieux-Montréal, là, ça a été extrêmement formateur pour moi. C'est là que je suis devenu un homme. Puis, ça, Sheriff, méchant coach. C'est fou à quel point que c'est après notre carrière de foot où c'est un peu plus loin qu'on remarque justement que ils ont eu un impact sur notre carrière de foot, mais aussi notre personne, puis sur juste notre vie en général. Ah ouais, c'est fou parce que, tu sais, mettons, moi, j'ai la chance de m'en rendre compte, parce que ça fait quand même longtemps que je joue, fait que je commence à être plus détaché puis regarder derrière de ce que j'ai accompli, ce qui s'est fait, puis en effet, que l'influence que les coachs ont sur toi, c'est incroyable. Moi, par exemple, là, je suis la première personne de ma famille à avoir un diplôme universitaire. S'il n'y a pas ces individus-là, s'il n'y a pas ces individus-là qui m'aident à me motiver puis à me garder dans le football, puis qui m'encouragent, puis qui croient en moi, je ne sais pas ce que j'aurais fait dans la vie. Je ne sais pas est-ce que j'aurais été productif pour la société, je ne sais pas. Fait que c'est pour ça que, pour revenir à ce qu'on disait tantôt, les coachs de football, des belles ressources. 100%. Tu as choisi... Dans le fond, tu as quand même eu la chance de te faire entourer de bons coachs dans ta vie parce que le coach qui suivait, c'était Glenn Constantin. On parle tout le temps de Glenn. J'ai l'impression que c'est un coach avec son équipe qui a une très bonne présence. Il y a un aura, monsieur Glenn Constantin. Mais à l'extérieur, dans la vie de tous les jours, on sait c'est qui, mais on ne sait pas pantoute c'est qui. Ça, c'est intéressant. Pourquoi toi, tu as choisi l'Université Laval? Moi, au début, j'avais l'ambition d'aller jouer aux États-Unis. J'aimerais ça. Je voulais aller jouer dans la NCAA. Donc, j'avais fait quelques camps aux États-Unis. Ça me ramène encore à parler à Sheriff Nicolas et de son implication et de sa générosité. Parce que moi, Louis-Mathieu Normandin et Mathieu Betts, on est allé faire un camp à Boston College. Puis c'est Sheriff qui est allé avec nous. Il a conduit son char. On est allé jusqu'à Boston. J'y repense aujourd'hui, puis c'est fou comment est-ce que c'est vraiment apprécié. Puis on est allé là. On n'a pas eu d'offre de Boston College, mais moi, il y avait un gars qui était là pour l'Université de New Hampshire dans la Division 1 AA à l'époque, qui avait joué pour les Alouettes, un ancien carrière des Alouettes, Ricky Santos. Je connaissais le nom un petit peu, fait qu'il m'avait invité à faire un autre camp à New Hampshire.
J'avais fait le camp là-bas, ça avait très bien été. J'avais joué DB receveur. J'avais aucune idée comment jouer DB. Fait que je me suis dit, je vais me mettre à une verge écart du gars, puis je vais juste le sortir du terrain. Fait que j'ai fait ça 2-3 fois. Fait qu'ils ont bien aimé ça. Puis là, tu sais, fait qu'il m'offrait une bourse là, pour que j'y aille et tout. Puis après ça, moi, j'ai eu ma visite à l'Université Laval en 2013. C'était la Coupe Vanier qui était présentée à Québec. Les gars jouaient contre les Dinos de Calgary. Puis on a gagné la game. Puis là, on a fait le party avec eux autres. Fait que là, moi, j'ai vu le PEPS rempli, 18 000 personnes. J'ai vu les gars soulever la Coupe Vanier de même, comme ça, avec des installations que j'avais déjà visitées aussi, qui étaient supérieures à l'Université de New Hampshire. Fait que je me suis pas cassé la tête. Puis j'ai décidé d'aller jouer pour le Rouge et Or. J'avais d'autres intérêts des universités québécoises, dont Sherbrooke, McGill, Concordia, là, ça fait un bout, là, mais tu sais, pas mal de monde dans la RSEQ, mais mon choix s'est arrêté à Laval. Tu sais, Brad Collinson coachait à Dalbevio aussi. C'est vrai? Ouais, c'était mon aussi en secondaire 4-5, secondaire 5, pardon. Puis lui, il travaillait pour le Rouge et Or, il recrutait. Fait que j'avais déjà un lien là. Puis tout ça. Fait que j'ai décidé d'aller là-bas. C'est quand même fou, pareil, que les installations de l'Université Laval sont mieux qu'une équipe en Division 1. C'est sûr que c'est pas la plus grosse équipe de Division 1, mais c'est comparable, même c'est mieux. Fait que ça veut dire que, on est bien installé quand même. Là. Ouais, on est bien installé, mais tu sais, c'est ça. Là, je pense qu'il y a l'Université Laval, puis il y a le reste après. Là. C'est, en termes d'installation, c'est sûr que là, si tu prends le number one au Canada, ben, on dit ça, puis Guelph, j'ai entendu dire que c'est quand même assez impressionnant. Fait que, disons que, mettons qu'il y en a 5 là, dans le U-Sports qui sont quand même pas pires. C'est déjà un début, mais c'est sûr qu'il faut élever les standards, il faut vouloir être meilleur, puis se rapprocher de la NCAA, même si ça va être difficile d'à côté. Là. 100%. Tu as gagné une Coupe Vanier. Tu as finalement réussi à gagner après toutes ces années à perdre au bol d'or. Puis à perdre. Parle-moi, c'était comment cette saison-là? As-tu des histoires un peu? Qu'est-ce qui t'a marqué de ce fameux... Premièrement, moi, je suis pas un gars de tatou, puis j'en ai un. Ça, c'est mon seul tatou que j'ai. Oui. Puis la Coupe Vanier, pour moi, tu sais, quand j'ai décidé d'aller au Rouge et Or, c'est définitivement parce que je voulais être champion, je voulais être dans une équipe qui aspirait aux grands honneurs, je voulais gagner, tu sais. Fait que là, on arrive là, j'arrive en 2014, on part contre les Carabins. Première Coupe Dunsmore qu'on perd. Là, puis là, par-dessus le marché, ils gagnent la Coupe Vanier, eux autres. Leur première, je pense. Ouais, là, je ne les ai pas mentionnés tantôt, mais les Carabins aussi me recrutaient. Là, puis moi, je viens de Montréal, je suis allé au Vieux-Montréal. Fait qu'il y a comme une certaine, pas une pression familiale, mais mettons, mes parents sont comme, bah, pourquoi tu ne vas pas au coin de la rue ici, là? Tu sais, on n'aura pas besoin de payer un appartement, ils te recrutent, là. Mais moi, je voulais aller à Québec, je voulais gagner une Coupe Vanier, je voulais changer de ville. Fait que là, je m'en vais là-bas, puis là, comme je te dis, ils gagnent. Fait que là, je commençais pas à regretter mon choix, mais j'étais comme, je suis pas chanceux, tu sais. Fait que là, l'année d'après, même scénario, on perd la Coupe Dunsmore encore, 2 en ligne. Sur un botté raté de 18 verges. Mais là, au moins, ils n'ont pas gagné la Coupe Vanier. Là. Puis là, ça nous amène à finalement ma 3e année, en 2016, où est-ce que j'avais été nommé capitaine des unités spéciales. Puis c'est là que j'avais comme commencé à comprendre que mon rôle offensif... Tu sais, moi, je sortais d'une année au collégial, Division 1, tu sais, que j'avais eu une très bonne saison. Là. J'avais eu peut-être 8 touchdowns, à peu près 500 verges en 8 games. J'étais un des receveurs les plus recrutés au Québec. Puis finalement, ben, universitaire, tu sais, ça n'a pas débloqué au niveau offensif. J'ai joué quelques jeux. Ma première année, j'ai pas été habillé. J'ai été habillé un match. Aïe, OK. J'ai été habillé un match ma première saison universitaire. J'ai joué des unités spéciales. Puis c'est là que j'ai laissé sortir beaucoup de frustration sur les unités spéciales. 2e année, j'ai starté une game contre les Carabins. J'ai fait un toucher qui a été annulé par une pénalité. Puis après ça, j'ai plus jamais restarté de game. Fait que j'ai vraiment... Parce qu'au début, j'étais aussi recruté comme pour jouer ailier rapproché. Mais le problème, c'est qu'il y avait un ailier rapproché qui était déjà en place là, qui allait devenir un des meilleurs joueurs de l'histoire du U-Sports à jouer.
champion du Super Bowl et vétéran de 6 saisons dans la NFL. Fait que si j'étais resté tight end, j'aurais attendu mon tour bien longtemps. Mhm. Fait qu'ils m'ont déplacé un petit peu. J'ai joué wide out, slot back, mais plus wide out. Fait que là, ma troisième année, j'étais plus le gars de special teams. Puis ça a été une saison vraiment historique. On a gagné la Coupe Dunsmore contre le Carabin sur le jeu truqué à la fin du match. La passe de Jonathan Peton-Robert à Hugo Richard dans la end zone. C'était malade. C'était vraiment... c'était fou comme game. Puis la Coupe Vanier, elle aussi, on était vraiment en mauvaise posture pour gagner le match. Puis en fin de game, on a bloqué un botté sur punt return. Puis ça nous a donné un second souffle, on a gagné le match. Mais ça a été une saison incroyable pour moi. J'imagine que gagner une Coupe Grey, ça doit être malade. Mais une chose que je sais, c'est gagner une Coupe Vanier. Tu gagnes avec les autres gars qui ont décidé d'aller dans ce programme-là, qui vont souvent rester tes chums pour la vie, qui sont dans ton entourage, qui vont rester pas loin de chez vous. Fait que c'est toujours une très grande fierté à porter ma bague de la Coupe Vanier 2016. Puis, comme je te dis, ça a été une année incroyable pour moi, où ce que j'ai appris à être moins orgueilleux un peu, parce que on veut toujours jouer en offensive, défensive. Puis, comme je le dis toujours dans mes entrevues, moi, j'ai toujours le mindset que je peux aider une équipe en offensive, mais j'ai appris quand même à aimer beaucoup les special teams. Tu sais, comme quoi l'entonnoir arrive vite. Tu sais, je parle quand tu parles de collégial, division 1, puis tu étais quand même un joueur très talentueux, un des plus recrutés, comme tu as dit. Tu arrives à l'Université Laval où est-ce que, ben, tous les meilleurs sont là, en théorie. Puis tu te ramasses à avoir de la misère à starter. C'est tough, ça, là, de vivre de l'adversité de même quand t'en as jamais vraiment vécu. Exact. C'est vraiment tough. T'sais. Puis, ben, tu as dit que tu as beaucoup appris de ça. Puis je peux comprendre parce que c'est rough mentalement. Là. Moi, je l'ai vécu. Moi, ça m'est arrivé beaucoup plus tôt. En fait, à Lennox, t'es sur un nuage qu'attends que tu arrives à la même place parce qu'il est meilleur, puis tu te rends compte que j'aurais peut-être commencé à travailler un peu plus parce que je jouerais pas, tu sais. C'est comme ça m'est jamais arrivé, là, ça fait mal. Mais l'année que tu as gagné la Coupe Vanier, vous étiez hyper stack, là, vous avez une équipe assez mongole. J'ai vu justement la fameuse photo des capitaines. J'ai vu que tu étais là. Mathieu Betts à côté. Anthony Auclair. Comment je dirais ça? T'avais l'air petit à côté de lui. Genre, je peux comprendre maintenant pourquoi tu dis que ce gars-là allait finir dans la NFL. Est-ce que tu le voyais quand tu jouais avec ce gars-là? Parce qu'on parle, tu sais, genre, j'ai parlé beaucoup de Mathieu Betts dans les dernières semaines, je vais pas te cacher. Je l'ai même reçu sur le podcast, donc c'est sûr qu'on en parle. Puis il a encore gagné MVP défensif de la Ligue. Ouais. Exceptionnel, le joueur. Mais Anthony Auclair, il a gagné un Super Bowl avec Tom Brady. Donc, c'est malade, là. Ouais. Est-ce que je le voyais? Ouais. Ben, en toute transparence, moi, je suis arrivé à l'Université Laval, puis j'avais mon attitude de gars du Vieux-Montréal que je m'en fous de n'importe qui, je m'en fous de qui est là, je veux compétitionner, je veux avoir la job. Puis, j'avais pas la maturité de regarder ce joueur-là, de me dire, OK, il est 6 pieds 5, 6, il bloque comme un O-line, tout ça. Tu veux compétitionner, tu veux faire des jeux, puis tu veux avoir une job, peu importe. Fait que, à l'époque, non, je le voyais pas. Là, looking back, tu regardes ça, puis c'est évident. Tu regardes des highlights de la Coupe Vanier, c'est un homme parmi des enfants. Là. Il devait, avec les DN qui bloquaient, si c'est devenu un blocking tight end dans la NFL, là, imagine comment il devait avoir du fun avec les DN U-Sports. Non, j'avoue. Une semaine, tu bloques, je sais pas, moi, qui c'est qu'il y avait comme DN? En tout cas, je me rappelle pas des DN qu'il y avait universitaire. Tu bloques un DN de McGill de Concordia, puis 6 mois plus tard, tu bloques Julius Peppers. Ouais, c'est... Fait que non, c'est définitivement un gars qui a eu tous les outils, le size, le football IQ, l'éthique de travail. Je pense qu'il a toujours eu une vision. Lui, il a toujours vu qu'il allait se rendre là-bas.
Puis ça, c'est tout à son honneur. Est-ce que c'est quelqu'un que parce que, tu sais, vu que vous êtes partis de la même place, ce qui est quand même le fun, c'est un gars qui est du Québec, de chez nous. Est-ce que c'est quelqu'un que tu prenais le temps, des fois, de regarder et prendre des cues de ce gars-là? Parce que, tu sais... Ah ouais. Non, Ouais, absolument. Tu sais, puis peut-être pas quand j'étais à ma première ou deuxième année universitaire, parce que, comme je te dis, j'étais un peu plus immature, j'étais un peu plus orgueilleux. Puis j'ai appris de ça d'ailleurs. J'ai changé ma façon de penser. Mais tu sais, après ça, dans le CFL, moi, Anthony, il m'a coaché plusieurs fois. Là. On a fait des teachs nice. ensemble, puis individuels, montrer le footing, puis les pas, puis les leverage, puis comment striker avec tes mains. Puis c'est le coach des tight ends à l'Université Laval, puis il fait un job incroyable. Fait que apprendre de lui, ouais, maintenant, moi, là, parce que moi, je m'entraîne des fois avec les joueurs du Rouge et Or sur le même terrain intérieur. J'absorbe tout ce qu'il me dit. Là. J'ai joué avec, j'ai été son teammate, on a leadé une équipe ensemble, on a gagné une coupe Vanier, mais quand il me parle de technique, je l'écoute comme si c'était un de mes coachs. Mm-hmm. Fait que non, c'est un gars qui a beaucoup de knowledge, puis qui est très humble, puis que je respecte énormément. Parce que Mathieu Betts, il me disait que, tu sais, lui, quand il est allé jouer dans la NFL, il me disait, tu sais, l'affaire qui est tricky des fois de jouer avec des gars qui sont à ce niveau-là, c'est que c'est là que tu remarques pourquoi, justement, ils sont les meilleurs au monde. Parce qu'ils font des affaires que, ben, ça s'apprend pas. Il me dit, il y a beaucoup de génétique. C'est là qu'il a remarqué que dans la NFL, là, il y avait un côté... tu sais, les Julius Peppers de ce monde. Lui, il me parlait de Khalil Mack, parce que quand il est arrivé à Chicago, c'était Khalil Mack qui était à sa position. Puis il me disait, je pouvais pas prendre des trucs de ce gars-là. Imagine Mathieu Betts dit ça. Il dit, je peux pas prendre des trucs de ce gars-là parce que même ce gars-là est juste surhumain à côté de moi. Genre. J'étais comme, OK. Il dit, tu sais, il conseillait pas de prendre des trucs de ces gars-là parce qu'il y a un côté génétique que t'as aucun contrôle dessus. Mais je trouvais ça intéressant que dans notre cas, mais plus dans le tien, que justement, ben, c'est un gars que tu as joué avec, il s'est rendu au bout de ce gars-là, il s'est rendu où est-ce que ben, tout le monde veut se rendre. Fait que je trouvais ça intéressant de faire le contraste, de voir... Ben, c'est ça, c'est sûr que il faut que tu fasses l'évaluation de ton propre skill set à un certain moment donné. Disons que je jouais la même position qu'Anthony Auclair, techniquement, je jouais tight end. Mais moi puis Anthony Auclair, on n'est pas le même animal. Là. Je ne suis pas un tight end comme lui. Je suis pas, on dit tight end. Je suis un joueur de special teams qui est capable de jouer, qui est définitivement capable de jouer en offensive comme tight end, fullback, receveur. Mais je ne vais pas commencer je vais essayer de bloquer comme lui. Je vais essayer de voir comment est-ce que je peux améliorer mon run blocking, si tu veux. Mais je sais que moi, ma force, c'est ma vitesse. C'est de sprinter sur kick-off, de sprinter sur punt return, puis d'être fatigant sur l'épaule d'un gars, puis de l'élargir pour que mon retourneur ait une brèche. Fait que c'est important de savoir ses forces quand même, parce qu'il faut que tu mettes ça de l'avant pour montrer à une équipe que tu peux avoir un rôle dans une équipe. Fait que la polyvalence, pour un joueur de foot, c'est hyper important. Ben, surtout dans le CFL, je pense. Surtout dans un joueur de CFL canadien. Tu sais, si tu veux jouer dans le CFL, en tant que skill player, il faut que tu sois capable de jouer sur une unité spéciale. Fait que, il faut que tu sois capable de plaquer à un certain moment donné. Il faut surtout que tu sois capable de bloquer aussi. Puis ça, c'est souvent sous-estimé. Bloquer sur les unités spéciales, souvent, on juge les gars sur une unité spéciale selon les plaqués qu'ils obtiennent. Mais si tu fais 25 plaqués special teams, mais tu pognes un flag de holding à chaque 2 games, ça ne vaut pas grand-chose parce que sur les unités de retour, tu n'es pas bon. Fait que ça veut dire que dans un examen, si tu as 50% d'examen, as-tu passé? Non. Parce qu'il y a kick-off, il y a kick-off return, il y a punt return. 2 unités de retour, 2 unités de coverage. Puis souvent, c'est trop laissé de côté, je pense, les unités de retour. Puis, c'est ça qui permet d'évaluer un joueur, selon moi, là, de voir si un gars sur une unité spéciale est bon, c'est s'il est complet dans les 2 phases du jeu. Puis, donc, pour revenir à ton point de polyvalence, et définitivement, il faut que tu en aies en tant que skills player dans CFL. C'est vrai qu'on n'en parle pas assez, mais que c'est hyper important c'est la base là, de bloquer, surtout sur un punch return, sur un kick return. C'est que les pénalités dans cette phase-là, quand tu prends une pénalité parce que tu n'as pas de technique, parce que tu n'as peut-être pas les outils athlétiques, ça coûte tellement cher
sais, un retour de 60 verges qui est annulé par une pénalité de 15 verges, là. Une pénalité Ça de fait beaucoup mal, de ça, verges. man. Ouais, C'est exact. ça. C'est pas un holding normal, là. Fait que Mhm. c'est vraiment important. Fait que, ouais. Dans ton football amateur, quand je parle du football amateur, c'est vraiment quand tu as décidé de commencer jusqu'à la fin de ta carrière avec l'Université Laval, c'est quoi qui t'a le plus marqué de ton parcours? Hey, si j'aurais 100 000 réponses à te donner. Sauf que le mot qui me vient en tête, c'est vraiment la résilience. C'est vraiment c'est un sport qui va te préparer à la vie, je pense, qui va te préparer à, à aller tu sais, à passer par-dessus des obstacles. C'est un training camp pour la vraie vie. Tu sais, Mhm. tu vas avoir des blessures. Ça peut t'enseigner à être résilient dans la mesure où des fois, tu vas avoir des coachs dans leur système, tu ne fites pas, là, puis Mhm. tu vas juste pas jouer. Puis il faut que tu trouves un moyen de overcome ça, puis de passer par-dessus. Puis c'est la même chose en vie. Des fois, tu vas avoir, tu sais, au travail, tu peux perdre une job, tu peux tu peux te faire mettre dehors, tu peux être pas satisfait de ce que tu as au travail. Puis je pense que au football, ben, tu te prépares à ça avec plusieurs épreuves que tu vas rencontrer au cours de ta carrière. Mhm. Fait que la prochaine étape, c'était la CFL. Est-ce que, comment que ton passage de Laval t'a préparé pour aller jouer en CFL? Il m'a préparé extrêmement bien parce que la compétition intra-équipe chez le Rouge et Or, c'est très, très élevé. Là. Tu sais, Mhm. comme on l'a dit tantôt, c'est les meilleurs joueurs qui vont tous se ramasser dans le même poulailler, tu sais, puis faire sa place, c'est très difficile. Moi, je dirais là, que ça a été beaucoup plus difficile pour moi de faire ma place au Rouge et Or que chez le Rouge et Noir. C'est-tu vrai? Ah ouais, ben oui. Ben, c'est parce que un coup que tu connais la dynamique, là, puis il y a des gars que j'essaie de leur expliquer souvent, mais ils la comprennent pas, cette dynamique-là, ou ils veulent pas la comprendre. Dans la Ligue canadienne, là, pour faire le roster, tu compétitionnes contre d'autres Canadiens. OK? Fait que le receveur de Guelph qui s'est fait drafter, là, qui est en avant de moi, s'il ne fait pas l'équipe comme receveur, il faut qu'il vienne jouer ses unités spéciales. Fait que si le gars qui a été drafté la même année que moi, il fait des drills special teams contre moi, qu'on compete puis que c'est évolué, ben j'ai pas le choix de dominer. Parce Mhm. qu'après ça, quand ils regardent les bandes vidéo, les coachs, ils n'ont pas le choix de le garder. Puis c'est pas nécessairement. Il y a des gars, des fois, qui comprennent pas cette dynamique-là ou que les special teams, c'est moins important pour eux ou ne comprennent pas que, à la fin de la journée, le roster, c'est une business pareil. Hein? Ils veulent les 20 meilleurs joueurs canadiens. Ben, compétitionne contre les joueurs canadiens, arrange-toi pour te démarquer dans chaque rep que tu vas prendre. Là. Don't get me Mhm. wrong, américain, global, n'importe quel. Mais assure-toi que surtout, tu sais, moi, ça m'est arrivé à quelques reprises qu'ils draftent un receveur d'un certain gabarit, tu sais, de 6'3, 2'20, tu sais, puis là, j'entends dans les corridors qui se comparent à moi, puis que c'est peut-être, il va être comme moi, tout ça. Ben, moi, je m'assure de le pogner, là. Mhm. Tu sais, puis après ça, on va devenir teammate, tout ça, mais ce que je veux dire, c'est que des training camps, là, c'est plus pour le fun, là. Moi, je paye mon hypothèque avec ça, là. Ouais, c'est Tu sais, ça. fait que c'est comme ça que je mange, là. Fait que, tu sais, t'as pas le choix de comprendre la mécanique un petit Mhm. peu. Mhm. Fait que, je suppose qu'on s'en allait avec ça, là, mais ouais, c'est ça. C'est de même, c'est de même qu'ils t'ont préparé. Là. Tu sais, je parle. Ah oui, c'est ça, exactement. Ouais, Université Laval, ouais, ben oui. Puis c'était tellement tough parce que là, tu sais, on avait beaucoup de receveurs. Puis, tu sais, mon année, là, tu sais, on avait Tyrone Pierre, Étienne Moisan, Félix Lechasseur, Jonathan Breton-Robert, Anthony Dufault. Puis il y a des noms là-dedans qui n'ont pas joué bien, bien, puis que c'était des All-Stars collégiales Division 1. Là. Mhm. Anthony Dufour, là, underrated, pas mal, mais c'est un des meilleurs retourneurs de l'histoire du Rouge et Or. Il est excellent. Étienne Moisan, un gros receveur vanier, il a joué, mais il n'a pas starté. Puis, on n'a pas connu la même carrière qu'au collégial. Tu avais un Alexandre Savard aussi, un autre big body. Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de lui. Non. C'est un gars de 6 pieds 5, 235, 240 Aïe, livres. aïe, ok. Il courait extrêmement vite, tout ça.
c'était difficile de s'imposer. Puis t'as fait Félix Faubert-Lucier, Anthony Auclair, Mhm. puis j'en oublie plein. Là. C'était vraiment, il y avait du receveur à la shop. Là. Mhm. C'est intéressant que tu amènes le point que même si tu as signé avec une équipe de la CFL, ben à chaque training camp, à chaque fameux Hell Week, c'est à recommencer pareil. Là. Même Mhm. si tu as signé. Je parle, tu as peut-être un contrat, mais à toutes les années, il faut que tu show up. Là. Ah, ben c'est certain, tu sais, ça reste une job, fait que si t'arrives Mhm. out of shape, ben c'est ton problème, puis le gars en avant de toi qui est plus jeune, justement, qui coûte moins cher, ben il Mhm. va la prendre ta place, là. Exact. Est-ce que vous avez des contrats garantis ou s'ils vous coupent, c'est ciao bye? Ça dépend de certains contrats, il y a des contrats dans lesquels il peut y avoir une partie de l'argent qui est garantie. Il y a pas à ma connaissance, il n'y a pas de contrat garanti à 100%. Je pense pas que j'ai déjà vu ça, mais il y a des bons montants Mhm. qui peuvent être garantis. Fait que même s'ils te coupent, il faut qu'ils te payent pareil. Fait que, avec les Red Black, Anto Gosselin, je l'ai reçu sur le podcast, un de tes bons chums, il m'a dit que vous commenciez à avoir un rôle quand même assez important dans l'équipe. Quand, quand tu es rentré à Ottawa, je me demande comment ton rôle a évolué dans ces. Parce que tu as juste joué à Ottawa, hein, si je me trompe pas. Ouais, Ouais, juste à exact. Comment que ton rôle a évolué? Tu sais, ça fait quand même 8 saisons que tu es dans la même équipe, CFL. Je suis pas trop sûr, mais je pense que c'est quelque chose qui est quand même assez rare. Là. ouais. Ouais, c'est très rare. Puis, tu sais, moi, mon rôle, il a beaucoup changé. Tu sais, quand j'ai commencé, je t'ai dit que je jouais tight end, mais je me suis fait repêcher comme receveur. Fait que j'avais commencé receveur, puis histoire courte, ils ont vite vu que ça marcherait plus au niveau de fullback, de tight end, parce que je suis capable de courir des routes, j'ai le speed, tout ça. J'ai peut-être pas le smoothness d'un receveur vraiment établi. Puis de toute manière, j'étais vraiment très focus sur une unité spéciale. Fait que j'ai commencé à jouer au fullback tight end. Puis à ce moment-là, on avait une offensive qui mettait de l'avant le tight end plus comme un receveur. Fait que Mhm. ça jouait vraiment à mon avantage. Puis fait que ça veut dire que je jouais beaucoup plus en offensive à cette époque-là quand j'étais beaucoup plus jeune. Je jouais sur les unités spéciales un petit peu, mais pas toutes les units. Puis là, tranquillement, pas vite, ben, j'ai pris plus de responsabilités sur les unités spéciales. Puis, inversement, j'en ai pris de moins en moins en offensive parce qu'on a changé de coordonnateur après ma première année où on était à la Coupe Grey. On a changé ce coordonnateur, il est parti. Puis là, on a eu une offensive plus classique CFL où ce que le fullback, c'est plus un gars qui va juste bloquer puis comme attraper le ballon 2 fois par année. Fait que ça a été peut-être à mon désavantage. Mais par la suite, j'ai vraiment pris un rôle de leader sur les unités spéciales, sur les 4 unités. Avec Goose, on a progressé pas mal en même temps sur les unités spéciales. C'est nous autres qui s'occupent des protections sur les bottes de dégagement, qui est une job qui est assez cruciale, qu'on parle pas souvent, mais Mhm. c'est comme le corps arrière de l'unité de dégagement, si tu veux. C'est toi qui calls la cadence, c'est toi qui No call way. les blocs. Ouais, c'est toi qui call qui va bloquer qui. Fait que c'est assez important. Mhm. Alors, c'est sûr que c'est important. Fait que finalement, c'est quoi que ça prend pour être un bon tight end CFL? Je pense que ça prend du speed. Ça prend. C'est sûr que ça prend du gabarit, hein, parce que t'as pas le choix d'être un certain size pour pouvoir compétitionner puis bloquer des DN des fois qui sont 260 livres. Mais je pense qu'il ne faut pas que tu négliges la vitesse parce que souvent les fullback tight end dans la CFL sont appelés à jouer sur une unité spéciale. Mhm. Fait que tu n'as pas le choix de garder une certaine vitesse. Tu peux pas trop négliger ça en étant trop pesant. Mais ça prend, tu sais, c'est le secondaire hybride dans CFL, le Sam Backer, ben, l'équivalent de ça, c'est un peu le fullback à l'offensive. C'est quelqu'un qui doit faire beaucoup d'affaires puis qui doit garder un très bon speed puis beaucoup d'athlétisme. Mhm. C'est sûr que côté Goose m'en avait parlé de ça, là. Puis même André Bolduc me l'avait dit. Il m'a dit, tu sais, surtout si tu joues en offensive, tantôt tu amenais le point de à un moment donné, il faut que tu apprennes à plaquer. Là. Mm -hmm. Ben, c'est surtout pour les gars offensifs qui ont jamais
qui sont habitués à se faire plaquer, mais qui sont pas habitués de plaquer. Là, il faut qu'ils commencent à faire la technique. Et il disait, tu sais, les gars, tu sais, les running backs, fullback, les tight ends, les gars dans ce style-là, ils ont tous des belles shapes pour jouer ces unités spéciales. Donc, le bon point que tu avais amené tantôt, tu sais, de savoir à plaquer, c'est quand même cool, mais intéressant. Tu es le premier, mettons, vrai tight end que je reçois. Fait que je trouvais ça pertinent de l'amener parce que je le sais que c'est rendu une position critique. Tu sais, je parle, il y a eu, tu sais, je sais qu'on connaît tous, tu sais, Tony Gonzalez, tout ça, mais on aurait dit qu'est-ce qui a parti vraiment la vague de un tight end, c'est vraiment quelque chose. Tu sais, c'était des années à Gronk avec Tom Brady, tu sais. Là, après ça, c'était devenu la position quasiment en offensive, hyper importante. Je t'entendais te parler de Travis Kelce, qu'aujourd'hui, les tight ends, certains tight ends sont presque plus gros que le programme. Ouais. Mais ça, c'est un autre sujet. J'avais trouvé ça intéressant que tu avais parlé de ça. La French Mafia. T'es arrivé à Ottawa, il y avait beaucoup de francophones. Un peu comme présentement, qu'est-ce qu'ils ont construit avec les Alouettes de Montréal. J'ai pas envie de revenir sur la question qu'il t'avait demandé sur le podcast. J'ai oublié le nom. Mais le Tailgate. Le Tailgate, exact. Il t'avait demandé, il avait parlé beaucoup de la French Mafia. Ben moi, j'ai envie de savoir, c'est quoi que ces fameux Québécois-là? Qu'est-ce qu'on apporte aux équipes pour que ce soit autant spécial? Pour que, tu le disais dans le podcast, que on amène quelque chose aux équipes que tu trouves important et qu'on devrait en avoir plus. C'est quoi qu'on amène? OK, ben moi, je pense que définitivement être Québécois dans un Canada majoritairement anglais, déjà là, ça a une saveur particulière, OK? Donc, là, quand tu as une équipe CFL puis tu as des joueurs américains qui viennent se greffer à l'équipe, mais ils doivent apprendre une nouvelle culture qui est la culture canadienne. Mais moi, je pense que la culture québécoise est encore plus forte que la culture canadienne. C'est-à-dire que je pense qu'on a notre propre culture, notre propre identité. Dans les faits, on a notre propre langue. Fait que ça ajoute quelque chose de spécial à une organisation, surtout au niveau des joueurs américains qui sont vraiment dépaysés à la base. Puis que là, en plus de tout ça, ils voient que, OK, il y a des gars qui parlent français en plus dans ce pays-là. Ça ajoute quelque chose. C'est intéressant de voir que ça l'ouvre les horizons de certaines personnes qui n'auraient jamais pensé avoir un esprit autant ouvert. Puis, il y a aussi la nature de nous autres, des Québécois. Tu sais, on est fiers, on est des gars qui travaillent fort. Le football au Québec, d'après moi, c'est la province où il y a le meilleur football aussi. Fait qu'on est bon aussi. Donc, ça l'aide vraiment à bâtir moi, je trouve que c'est comme la colle dans l'équipe. C'est vraiment, en tout cas, de mon expérience que j'avais en 2018, oui, évidemment, on avait des joueurs exceptionnels. Deontay Spencer, Trevor Harris, Brad Sinopoli, Greg Ellingson, juste pour parler d'eux autres en offensive. Mais on avait aussi un groupe de Québécois qui était loud, qui était physique, qui se tenait entre eux autres. Tu sais, moi, j'étais sur le terrain, puis j'étais un plus jeune, tu sais, fait que j'étais comme le petit frère. Puis j'avais mes grands frères que quand ils se pognaient avec un gars, ben, tu les entendais parler en français, puis tu savais que tu avais un gars qui avait ton bac. Puis, tu sais, en tant que petit frère, ben moi, je voulais pas faire honte à mes grands frères. Puis ils me le faisaient. Tu sais, quand je faisais de quoi de pas correct, là, dans le meeting direct, ils me le disaient. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Tu sais, puis il me gardait accountable. C'est comme si tu rends pas fier les Québécois là, de par comment tu joues présentement. Fait que je pense que c'est un élément, pour toutes les raisons que je viens d'énumérer, qui peut vraiment aider une équipe à se bâtir une culture, une identité, puis à se souder encore plus. Puis les Alouettes, je le dis, ça fait une couple de fois, je le dis, je suis tanné de le dire. Là, mais je suis québécois, ils sont québécois. Moi, je les aime pas sur le terrain, c'est certain, entre les lignes blanches. Mais ça reste que c'est des très bons joueurs, puis ça reste que tu n'as pas le choix de l'avouer que c'est... Puis je le dis parce que je l'ai vécu. La culture qu'ils ont avec tous les Québécois, le front office qu'ils ont, là, je l'ai répété aussi dans d'autres podcasts, je l'ai eu à mon entrée dans le CFL, puis ça m'a fait
découvrir la CFL vraiment du bon pied. J'aime encore ça. L'organisation me traite très bien à Ottawa, je tiens à le mentionner. T'sais, ils m'ont gardé, ils m'ont donné des très bons contrats, tout ça. Mais c'est certain que je pense vraiment que l'identité de l'équipe pourrait être, puis la culture de l'équipe pourrait être meilleure si on avait plus de Québécois. Mhm. Ouais. Je trouve ça hyper intéressant et super cool, honnêtement. Genre, qu'on amène ce côté-là, puis c'est un peu comme dire, tu sais, c'est comme si on avait un petit chip sur notre shoulder, tu sais, de dire comme, Ben oui, hey, genre, come on, là, comme. ben oui, mais c'est ça être Québécois. C'est Mhm, ça être Québécois, c'est d'avoir un chip sur ton shoulder un peu, dans un Canada anglais, tu sais. mhm. Puis rien contre mes amis anglophones du Canada anglais, on les adore aussi. Mais il y a une petite historique quand même, tu sais. Je veux dire, être Québécois, des fois, si tu mets pas ton pied à terre, si tu mets pas ta limite, ben ça peut être regardé de haut. Mhm. Puis au football, ben tu peux pas faire ça parce qu'après ça, on va se revoir sur le terrain. Ouais, Fait c'est que ça. c'est ça. Fait que je pense qu'on est très fiers de se tenir dans cette Mhm. optique-là. Puis ouais, c'est ça. C'est très, très fier d'être Québécois. Ça doit être quand même, moi et tout, je suis très fier de ça. Puis, tu sais, le français est une langue, tu sais, ça reste que c'est le québécois et non le français, le québécois Ouais. reste notre culture. Tu sais, peu importe le futur qui nous amène, je suis pas mal sûr qu'il va rester. Ça doit être tellement, ça doit être un vibe quand même le fun, en même temps drôle, tu sais, de moi, dans ma tête, là, mettons, les gars qui jouent dans le CFL, tantôt tu te dis, ah, ils t'es entends parler québécois, ils parlent en français, puis ils s'en vont un peu promener des fois. Genre, Ouais. moi, dans ma tête, c'est un peu comme, genre, t'as des papas, genre, entourés d'anglais, gros, t'entends juste les Québécois parler à gauche et à droite. Ça doit être un bon vibe, sérieusement, ça doit être cool. Ah ouais, il y en a eu il y a eu beaucoup de parlages dans les. Ça fait 8 ans que je suis dans le CFL. Fait qu'il il y en a eu des affaires qui se sont dit. Puis, tu sais, c'est tout le temps. Ça reste de bonne guerre, là, tu sais, mais c'est. Je dis on est très proches, là, quand on est dans la même équipe, on se soutient, pis tout. Mais on se donne pas de break quand on joue Ah, contre, là. c'est sûr que non. Fait que là, il y a des sacs qui peuvent sortir aussi, beaucoup, là. Tu sais, en tout Uh-huh. cas, on va Ouais, t'épargner ça pour pas que tu te fasses démonétiser ou whatever, là, mais c'est ça. c'est bon, ça. Mais, puis, tu sais, en plus, tu sais, vous devez pas mal tous vous connaître, là, tu sais, dans la ligue, là. Il y en a, mais pas tant que ça non plus, tu sais. Fait que, Ouais, c'est ça. On se connaît. Moi, je connais surtout ceux avec qui j'ai joué. mhm. Ceux avec qui j'ai pas joué, je suis moins jaseux parce que tu sais, je suis moins jaseux dans ce temps-là. Tu sais, mais ouais, veux pas, il y a beaucoup de mouvements, il y a beaucoup de changements de personnel, de joueurs. Fait que c'est certain qu'on se connaît tous, surtout les Québécois. Tu sais. Puis c'est tout le temps très intense. T'as dit tantôt que Ottawa, c'est une organisation qui prenait soin de toi, que tu as déjà 8 saisons, que tu viens de compléter ta 8e saison avec eux. J'ai envie de savoir, c'est quoi que tu fais dans ton quotidien ou c'est quoi le secret pour avoir une longue carrière CFL? Ben, c'est de prendre ça au sérieux, que ça soit la priorité dans ta vie. Pour moi, personnellement, quand j'ai commencé à jouer au football professionnel, puis un peu avant ça aussi à l'université quand même, ça a été assez important dans ma vie, mais quand j'ai commencé à jouer au football professionnel, ça a vraiment devenu ma priorité. C'est vraiment devenu quelque chose dans lequel je mettais beaucoup d'énergie, je faisais beaucoup de sacrifices. Puis ça évolue au cours des années. T'sais. En partant, c'est sûr que ton entraînement, ton alimentation, ton sommeil, la gestion de ton stress, c'est des choses que tu dois prioriser, puis que des fois, ça paraît banal, là, mais de prioriser ton sommeil. Là. Mettons, moi, je me connais bien comme athlète, OK? Puis à l'Université Laval, on avait des entraînements à 6 heures le matin. OK? Le vendredi matin, des courses. Je n'ai pas manqué un en 4 ans. Mais j'haïssais ça, puis je détestais ça parce que je ne suis pas un gars qui s'endort facilement le soir, de la misère à m'endormir. Fait que mettons que je m'endormais à minuit et demi, là, ben, il fallait que j'y aille, fallait que je me lève à 5 heures. Mhm. Puis c'était tough. Parce que le sommeil, peu importe comment tu t'alimentes ou tu t'entraînes ou whatever, si tu dors pas bien, là, ça ne marchera pas. Mhm. Fait que moi, maintenant, en tant qu'athlète professionnel, j'ai la flexibilité de pouvoir m'entraîner un peu à l'heure que je veux et aussi parce que j'ai la flexibilité avec mon horaire de job de le faire. Fait que cette opportunité-là, maintenant, je la prends.
Fait qu'au lieu de, si tu sais, j'ai un groupe d'entraînement qui va courir à 6 heures, mais moi, je sais que c'est pas fait pour moi. Fait que je priorise mon sommeil le plus possible, tout le temps. Fait que ça, c'est un des éléments. Puis là, quand je te dis en vieillissant, un autre élément qui a vraiment été drastique, qui a un gros changement quand même pour assurer que je puisse jouer le plus longtemps possible, c'est depuis que j'ai eu 30 ans, mais j'ai pas bu une goutte d'alcool. Wow! Ouais. Puis moi, j'ai toujours, tu sais, j'ai jamais été non plus le plus gros Soulon, puis tout, mais j'ai joué au Vieux-Montréal, j'ai joué à l'Université Laval, on a gagné beaucoup de games, puis on faisait le party après game, puis ça, je le conseille à tout le monde de le faire. Quand tu gagnes un match de football, là, let's go, have fun, puis enjoy it, parce que c'est des moments précieux. Puis je l'ai fait en masse à l'université, mais quand c'est devenu mon travail, je le faisais quand même dans mes années que je commençais, 24, 25, 26 ans. J'avais des vétérans qui aimaient ça faire le party aussi, là, des Antoine Pruneau, Jean-Philippe Bolduc, tout ça. J'avais pas bien le choix, là. Fait que, puis c'est bien correct, ils montraient bien. Ça a été mes mentors de toute manière, fait que je leur en veux pas. Mais maintenant que j'ai dans la trentaine le recovery, puis de se remettre de l'alcool, puis l'importance de son sommeil, là, je serais pas capable de maintenir le rythme. Je pense que ça pourrait écourter ma carrière d'une saison ou deux si je consommais quand même régulièrement de l'alcool. Parce que tu le vois, là, je sais pas, des gens qui portent des montres là, pour la performance de ton sommeil. Là. Prends un verre. Ton sommeil, là, ton score de sommeil, il va vraiment diminuer. Ah ouais. Un verre. Les gens vont dire ah ouais, mais là, c'est juste une petite bière. Ouais, mais en réalité, non, c'est pas juste une petite bière. Ça peut définitivement altérer ton sommeil puis qu'il soit de moins bonne qualité. Là, mais, comme je te dis, moi, c'est quand j'ai pogné 30 ans que j'ai dit est-ce que je veux jouer au football encore longtemps? La réponse était oui. Fait que je me suis dit je vais mettre toutes les chances de mon côté. Puis moi, l'optique de ça, c'est vraiment que quand ça va être fini, je ne pourrais pas dire ouais, mais j'aurais peut-être être plus sharp là-dessus. Ou tu sais, je sais que je vais avoir tout fait ce que je pouvais faire. Puis quand je serai plus capable de jouer, ou s'il y a une autre circonstance qui fait en sorte que je ne peux plus jouer, ben, j'aurai pas de règles. Respect pour ça, man. C'est vraiment cool. Puis écoute, tu l'as un peu prouvé avec ta carrière, plus de 100 matchs dans la CFL. C'est des exploits que pas beaucoup de gens ont réussi à faire. Fait que, ben, tu sais, je sais pas comment on dit ça, mais le chapeau te revient. C'est cool de voir ça. Puis en plus que, justement, tu viens de chez nous, tu as réussi. Donc, c'est vraiment cool. Marco, en finissant, si tu avais un message, je veux te passer le micro sur cette question-là. Si tu avais un message à dire pour la plus jeune génération d'athlètes qui ont une vision d'aller jouer professionnel, qu'est-ce que tu leur dirais? Ben moi, je leur dirais de trouver, puis là, tu as mentionné athlète, mais c'est peu importe c'est quoi qui te passionne. Là. Ben, peu importe c'est quoi qui te passionne, tu sais, persévère là-dedans, puis utilise-le comme moteur pour être productif pour la société, puis pour être heureux, tout simplement, parce que la vie est courte. Puis, tu sais, c'est rare, en vieillissant, on le voit, il y a des gens qui n'ont jamais de passion, des fois, ils la trouvent jamais leur passion. Puis moi, je trouve ça triste pour ces gens-là. Donc, quand tu es un plus jeune, puis tu as découvert ta passion, ben go for it. Fais des sacrifices en fonction de ce qui va te propulser, puis utilise-la à bon escient. Merci, Marco, d'avoir accepté mon invitation pour ce podcast. J'ai adoré, man, de te parler à soir. C'était enrichissant. J'aimais ça. C'était différent. J'aimais ça voir ta vision de la CFL, de ta carrière de foot, les choses que tu as pu apprendre. Merci, c'est vraiment très, très apprécié même d'avoir pris de ton temps là, pour me jaser aujourd'hui. Ah ben merci beaucoup, William. Comme je te disais dans le pré-entrevue, félicitations pour tout le travail que tu fais. Je sais que c'est pas facile, ça prend beaucoup de sacrifices. Puis la communauté football te remercie pour ça, définitivement. J'apprécie énormément.